Et je vous le disais avant la pub, la question n'est pas de savoir s'il y aura un monument à Paris portant le nom de Johnny Hallyday, mais de savoir lequel. Et ça se décide en ce moment du côté de l'Hôtel de Ville. Allez, un peu d'histoire quand même. Savez-vous où il y a aujourd'hui un monument portant, c'est même une rue d'ailleurs, le nom de Johnny Hallyday? Eh bien, c'est à Charvieux-Chavagneux dans l'Isère, une rue. Et puis à Nice, il y a bien évidemment, regardez où ça se trouve, vous le voyez à l'antenne. Et je le disais, à Nice, il y aura une salle des sports. Et à l'Hôtel de Ville, où tout se passe, on va retrouver l'ami Frédéric Delpech. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Alors, est-ce qu'on a le nom, oui ou non ? Il va falloir attendre encore un tout petit peu, mais c'est vrai qu'ici, on va délibérer dans la journée sur un lieu, un monument, un espace qui sera dédié à Johnny Hallyday avec son nom. Alors, quant à savoir où, il faut dire que la vie du chanteur est très liée à Paris. Il est né à Paris, cité Malesherbes. Il a passé une partie de son enfance dans le 9e arrondissement, rue de la Tour des Dames. Il a joué dans toutes les salles parisiennes. Il a donné ce grand concert en l'an 2000 devant la Tour Eiffel. Et il y a encore un an, l'an dernier, pour l'hommage au Bataclan, il était là aussi. Donc Johnny Hallyday très lié à Paris. Alors bien évidemment, on va se demander est-ce que tous les élus parisiens sont unanimes pour donner le nom de Johnny Hallyday à un lieu? Alors on va poser la question à la chef de file de l'opposition à Paris, Florence Berthoud, qui est avec nous. Est-ce qu'il y a un consensus pour donner ce nom à un lieu symbolique ici à Paris? Bien sûr, il y a un consensus et on sera tous d'accord pour qu'il y ait un lieu symbolique, peut-être même plusieurs, qui soient dédiés à la mémoire de Johnny, parce que comme vous l'avez très bien rappelé, l'enfance, l'adolescence, les premiers pas, l'accès à la notoriété de Johnny Hallyday est intimement lié à la ville de Paris. C'était au square de la Trinité où il allait jouer de la guitare avec ses copains Eddie Mitchell et Dutronc quand il a débuté sa carrière, et puis après il y a eu le Golfe de Rouen, etc., etc. Et puis ces immenses concerts qui ont rythmé aussi la vie parisienne, Bercy, le Champ de Mars, incroyable. Johnny, c'était à la fois le héros et l'anti-héros auquel chacun d'entre nous peut s'associer. C'est quelqu'un qui met le genou à terre et qui après repart encore plus fort, encore plus haut. Donc c'est aussi une leçon de vie et aussi pour cela on se doit de lui rendre hommage. Oui, mais alors justement, quel est le lieu que vous, par exemple, groupe Les Républicains ici au Conseil de Paris, vous souhaiteriez voir porter le nom de Johnny Hallyday? En tout cas, je trouverais assez naturel, compte tenu de l'histoire de Johnny, du lien très personnel qu'il avait avec certains quartiers, qu'il puisse y avoir un lieu identifié, à tout le moins dans le 9e arrondissement. Ma collègue maire du 9e a fait des propositions. Je pense qu'il serait heureux de là où il est, que ces lieux qui ont marqué toute son adolescence, son accès aussi à la notoriété soit identifié, et puis ses fans aussi. Mais encore une fois, il peut y avoir plusieurs propositions. Nous trouverons vraiment un accord collectif, je pense. Un accord collectif donc qui sera trouvé dans la journée. Effectivement, les propositions fleurissent. On parle par exemple d'un monument avec une guitare en bronze dans le square de la Trinité dans le 9e arrondissement. Mais ça serait une très belle idée. Donc voilà, donc on verra dans la journée quel sera le lieu choisi symboliquement ici par le Conseil de Paris. Merci beaucoup Frédéric. Et puis surtout, vous intervenez, vous êtes toujours bien informés s'il y a des indiscrétions, voire des faits, et si on peut connaître, bien évidemment, dans les heures à venir, le ou les fameux monuments. Vous parliez de fans à l'instant, et eux, que veulent-ils? On les écoute. L'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel par exemple? À mon avis, le Palais des Congrès, porte-maillot. Plutôt la salle Olympia. L'Olympia. Moi, je dirais l'Olympia. La place de l'Étoile, place Charles de Gaulle. Bercy. Pourquoi? C'est mythique. Bercy, ça me paraît une évidence. Il a tellement souvent chanté à Bercy. Je dirais Bercy avec simplement son prénom, parce que son prénom suffit pour nous évoquer tout ce qu'il nous a donné, tout ce qu'il est. Voilà les choix des fans. Alors, moi, je veux dire à Florence Berthoud que je pense qu'on est des centaines de milliers dans Paris qui vivons dans des rues dont les noms nous sont totalement inconnus. Moi, ma rue porte le nom du premier propriétaire du terrain. Donc, je pense que l'ensemble des gens qui habitent là, on est d'accord pour débaptiser notre rue et qui mettent rue de Johnny Hallyday. Donc ça, le problème, c'est que tous les maires d'arrondissement vont vouloir une rue, un monument, une place, un square à Hallyday. C'est compliqué parce qu'il faut un endroit, une place, une rue à la hauteur de son aura, de son talent, de l'émotion suscitée par sa disparition. On va
va pas filer le nom d'une impasse Johnny Hallyday. Non, il faut quelque chose de symbolique. J'ai fait une proposition là. Vous êtes pas sympa. D'accord, votre rue. Jackie On l'a veut bien sa compris. rue. Johnny Hallyday. Non, mais voilà, c'est compliqué de trouver soit donc une rue, un boulevard où on va pas aller débaptiser la place de la Concorde, soyons très clairs, ni le Champ de Mars. Ça pourrait être le Champ de Mars Johnny Hallyday, mais bon, je pense pas que ça arrive demain. Une salle de spectacle, c'est aussi Vous compliqué. savez que parmi les fans, il y en a qui voulaient la Tour Eiffel, on l'a entendu. Voilà. L'Olympia, mais l'Olympia va pas être débaptisé. Donner Charles de le Gaulle nom aussi. d'un artiste à une salle de spectacle, c'est très compliqué. Est-ce qu'on va aller voir, je ne sais pas, Coldplay dans la salle Johnny Hallyday? Bon, c'est un petit peu compliqué. Donc je pense qu'une statue, ce qui est en train de se tramer là en ce moment à l'Hôtel de Ville, va être la bonne solution. Du côté du 9e arrondissement. Où les fans vont pouvoir aller se recueillir. Ils sont très tristes, très malheureux de ne pas pouvoir aller se recueillir sur sa tombe. Au moins qu'il y ait une statue, un lieu, un mémorial pour consacrer la mémoire de Johnny Hallyday. Voilà, je pense, la bonne idée. Alors, je peux juste rajouter un truc, c'est-à-dire les communicants, France, sont très mal intentionnés. C'est-à-dire que nous, quand on fait notre métier, là, on se dirait, quelle est la salle qui n'a pas d'âme aujourd'hui? Eh bien, par exemple, celle de Nanterre. Ouais. C'est une superbe arena qui n'existe pas. Il faudrait que le maire de Nanterre fasse une proposition, fasse un communiqué de presse en disant « Moi, je débaptise mon truc que personne ne connaît et je l'appelle l'Arena Johnny Hallyday. » Et ça serait formidable parce que tout le monde commenterait. Elle n'a pas d'âme, cette salle, elle n'existe pas. Et tout de suite, elle a attiré l'attention. Elle est superbe, elle est superbe. Mais sans nom. Voilà. Ils viennent quand Ça même pourrait être un truc de communication un peu marrant. de communiquer autour de ce nom. Donc pareil, c'est Ouais, mais très Johnny compliqué. emporte tout. Vous avez vu, ça fait une semaine. Voilà, autre proposition de Jackie Isabello, donc sa rue d'abord, et puis l'Arena juste après, message lancé, on verra si ça arrive, en tout cas, si ça arrive, vous pourrez toujours toucher des royalties. Rapidement, mais ça serait pas choquant, effectivement, une arène, pourquoi on dit Arena d'ailleurs? Mais enfin, une arène Johnny Hallyday à Nanterre ou à Paris ou à la place de Bercy, et parce qu'il y a plein de théâtres qui portent le nom de grands comédiens, le théâtre Antoine, le théâtre Tristan Bernard, enfin c'est totalement légitime, une belle salle pour le nom d'un héros de cette salle. Dites, cher Philippe, est-ce qu'à Londres, il y a des salles portant le nom? Personne ne connaît. Enfin, j'étais très étonné de voir autant d'articles de presse sur Johnny Hallyday dans la presse britannique, alors qu'on demande aux Anglais qui est Johnny Hallyday, on va dire, ça me dit quelque chose. Mais sur les chansons, personne ne connaît rien. Mais je pense que vous vous trompez de sujet, vous vous trompez de cible. On a parlé de Notre-Dame-des-Landes. Moi, je pense qu'il faudrait débaptiser cet aéroport. On l'appellera l'aéroport Johnny Hallyday International. Non. Et là, on n'aura pas peur de dire. D'un symbole national français. On a eu un JFK comme aéroport. L'aéroport international Johnny Hallyday, et Macron n'aura pas peur de dire allumez le feu. Vous allez vous faire harceler sur Twitter, Philippe. Merci beaucoup, cher Philippe. Voilà l'œil de nos amis britanniques et pourquoi pas l'aéroport Johnny Hallyday. Dites-moi, il est 9h36. C'est l'heure de râler un peu. Alors, râlons enfants. Et oui, impossible de passer, vous avez pu le voir, le vivre à côté de ce que certains appellent un événement planétaire, la sortie de Star Wars, et pour d'autres, ça sera plutôt l'overdose Star Wars. Mais quoi qu'il en soit, il y a là une fabuleuse machine à cash. Savez-vous que depuis sa sortie, le premier opus en 1974, eh bien, cette saga de l'espace a rapporté quelques 33 milliards de dollars. Allez, un peu d'images et un peu de son et on en parle après. Nous sommes l'étincelle qui allumera l'incendie, qui réduira le premier ordre en cendres. Ça ne se passera pas comme tu le crois. Il est temps d'accomplir ton destin. Où est ma place dans tout ça? Alors avant de me faire totalement pourrir par les fans de Star Wars, désolé, j'ai dit 74, c'était 77. Cash Machine, Overdose, tiens, autour de cette table, Star Wars, ça vient de commencer, certains sont levés à point d'heure pour regarder ce premier opus. Il y en a qui ont dormi ou pas. Et il y en a qui ont dormi effectivement devant le Grand Rex.
Overdose, évidemment. Ce qui était plaisant dans Star Wars jusqu'à présent, c'était l'attente qu'il y avait. La saga, elle est sortie en 1977 pour le premier opus. On a dû attendre 20 ans pour voir la suite. Et de nouveau, entre la deuxième trilogie qui a eu lieu au début des années 2000, on a dû attendre de nouveau 15 ans. Là maintenant, ça y est, c'est la méthode Disney. On a un nouveau Star Wars. À chaque Noël, le dernier est sorti pile à Noël dernier. Là, cette année, il y a le numéro 8. L'année prochaine, il y aura le numéro 9. Tout ça n'est pas totalement un hasard. On sait que c'est Disney qui a racheté la franchise. Donc, ils ont les méthodes de Disney. Nous avons chaque année un grand classique Disney à Noël et maintenant on a donc un grand classique de Star Wars. Pour moi, oui, fan de la première génération, fan de la première trilogie, je trouve ça un petit peu dommageable. Il y a évidemment Overdose. Après, il faut juste se faire à l'idée que cette saga finalement, elle n'est pas pour nous. Voilà, il faut juste se faire à l'idée qu'elle est faite pour les nouvelles générations. Moi, mon Star Wars à moi, ce sera celui des années 77 et pas les suivants. Celui-là, il est fait pour les enfants d'aujourd'hui. Il est fait pour la nouvelle génération qui découvre Star Wars, qui ne connaît peut-être même pas les premières aventures. Voilà où on en est aujourd'hui. Alors, je vais vous laisser la parole, bien évidemment. On fera juste un petit rappel. Nous sommes à quelques jours des vacances de Noël. Nos chérubins, bien sûr, seront en vacances. Et qu'est-ce qu'ils iront faire? Ils iront au cinéma voir Star Wars. Merchandising, on en parlait. Regardez, écoutez surtout. Hollywood avance vraiment à marche forcée vers ses franchises et c'est vraiment qui constitue aujourd'hui l'essentiel de la production de blockbusters aujourd'hui. On peut déplorer en effet un certain manque d'originalité, mais c'est un pari sécurisant pour les grands studios qui, on le sait aujourd'hui, doivent faire face à un bouleversement de l'industrie du divertissement. Leurs recettes en salle ont tendance à s'éroder, les ventes de DVD s'érodent, ils se font tailler des croupières par les plateformes de SVOD et ces blockbusters-là sont rassurants pour eux. Voilà qui expliquerait, comme nous l'a dit l'ami Thomas Joubert, l'overdose depuis ce matin. Vous avez vu, on parle beaucoup de cinéma. Énormément, vous avez pu l'entendre, et la qualité, bien évidemment, de ce nouveau Star Wars. Un peu Joker sur Star Wars. Je comprends pas comment les fans en ont assez. Parce qu'on était fans de Johnny, on n'en a jamais eu assez. Alors, Star Wars, je suis passée à côté. Même quand c'était Lucas, mes enfants sont passés à côté. Tout le monde est passé à côté à la maison. Et donc, je vous laisse la parole. Vous n'êtes pas la seule, d'ailleurs. Alors, Christophe, quel est votre épisode préféré de Star Wars? Allez, je balance. Et là, vraiment, je vais me faire pourrir absolument aucun. Je ne suis pas réceptif à ce genre. Je sais, je le déplore. Bien évidemment, c'est pas bien. Mea culpa, mea max et ma culpa, mais c'est comme ça. Je suis pas d'accord. Je pense que les croyants sont leur religion monothéiste et les blockbusters ont un prophète. Et ce prophète, celui qui a tout annoncé dans l'évolution du cinéma, que ce soit d'un point de vue de la gestion des effets spéciaux, George Lucas, des nouvelles mécaniques de narration, des modèles de business, c'est Star Wars. Il y a eu un avant Star Wars et un après Star Wars. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les mécaniques de franchise reposant sur ces fameuses BD que nous, on achetait quand on était gamin et qu'on a transformé en blockbuster, Star Wars a tout inventé. Alors, comme toutes les religions, alors je fais cependant, parce que vous savez, Star Wars, c'est calqué sur les grandes narrations. On ne va pas revenir au mythe de Gilgamesh et tout ça, mais c'est calqué sur les grandes narrations. Eh bien, ce truc-là, il ne peut pas être démodé comme Jésus n'est pas démodé. Je vais me faire taper dessus. Voilà, il a tout inventé. Donc, à un moment, on est un peu lassé. Ancien Testament, qui est plutôt Thomas. Nouveau Testament pour les autres. Voilà, mais c'est imprégné dans le paysage. Star Wars, c'est une tragédie grecque. Vous l'avez dit. Ça, on ne peut pas l'enlever. C'est ça, j'aime bien cette version. Et on peut passer à côté. Du côté agnostique. Cher Philippe, je vous laisse la parole, mais je vous préviens tout de suite, il n'y aura pas d'aéroport Star Wars. Allez-y. Moi, je suis comme vous, Christophe. Je suis passé un peu à côté de Star Wars. J'ai vu le premier, mais j'étais déjà trop vieux à l'époque pour ce genre de film. Donc, ça n'a jamais été vraiment ma tasse de thé, pour parler d'une façon britannique. Mais je comprends. Et là où les producteurs de cinéma sont très futés, je vais vous donner deux comparaisons à Star Wars. Vous avez déjà Doctor Who en Grande-Bretagne, qui était une grande feuilleton qui a commencé en 63, dont j'étais un fan, mais invétéré quand j'étais petit. Qui continue aujourd'hui. Et on change de Doctor Who tous les 3-4 ans pour un nouveau personnage. Maintenant, c'est une femme pour la première fois. Mais ça a autant de fans aujourd'hui que dans les années 60, les années 70. Mais ce n'est plus un feuilleton pour moi. Je ne peux plus le regarder. Mais j'aime bien de temps en temps voir un extrait d'un épisode que j'avais connu quand j'étais gamin. Donc, je mets Star Wars dans le même cas de figure. Et évidemment, l'autre comparaison, c'est avec James Bond, où on a commencé dans les années 60 avec Sean Connery. On continue aujourd'hui avec Daniel Craig. C'est une franchise renouvelable à longueur de temps. Bon, moi, je suis plutôt pour. Je pense que si on peut intéresser la jeune génération
au cinéma, à la culture un peu fantaisiste, je trouve qu'il n'y a rien de mal. Et dans ce monde tellement épouvantable où on parle que des désastres, du chômage, etc., si on peut échapper un petit peu par le cinéma pour voir quelque chose qui nous fait rêver, eh ben, je suis tout à fait pour. Mais le pari, il est vraiment là, et il est très réussi de la part de Disney en termes de communication. C'est que ressortir cette saga avec des nouveaux numéros aujourd'hui, avec des gens qui sont aujourd'hui, qui ont connu la saga comme moi et qui sont en âge d'avoir des enfants, avec un vrai esprit de transmission. Les jeunes parents d'aujourd'hui apprécient très sincèrement de faire découvrir à leurs enfants les héros de Star Wars, cette histoire, cette trilogie, et on est vraiment dans une histoire de transmission. C'est pour ça que ça marche encore. Cher Thomas, au moins, vous avez raison, on a de quoi discuter autour de la table plutôt que chacun reste accroché à son smartphone. La modernité, par exemple, Philippe parlait de James Bond, qui est antérieur. Et ben, en termes de marketing, James Bond, c'est minable. Ils ne sont pas arrivés à imposer leur marketing. Star Wars, ils vendent des centaines de millions d'objets griffés au logo et aux images de Star Wars, ce qui n'a pas été le cas de James Bond. On arrive même à des sextoys Star Wars. C'est pour dire, et il y a même maintenant des championnats mondiaux, et il y en a eu un qui s'est déroulé il y a peu de temps à Paris, d'épée laser, et je crois que la fédération d'escrime d'ailleurs a repris l'épée laser, et c'est devenu une discipline, on verra bientôt au JO. Dites, on va faire une petite pause avant de terminer sur l'actu, c'est notre retour sur Info. Alors c'est peut-être passé inaperçu, on va revenir sur une initiative un peu particulière. Voyez ce qui s'affiche en bas de l'écran, une opération signée de la DGSE, c'est depuis lundi, c'est en catémini. Oui, on parle d'espions bien évidemment. Action de recrutement vers vos enfants ou petits-enfants. Depuis le début de la semaine, 50 000 collégiens et lycéens participent à un cours de décryptage, de cryptographie, moyen pour les services secrets de susciter des vocations. Sachez aussi que les espions recrutent environ 400 petits génies en cybersécurité chaque année. Alors, les espions à l'école, ça vous interpelle ou pas ? Vous suscitez mon côté militariste, là, comme vous le savez. Ah, c'est plutôt pas mal, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les espions ne sont plus des James Bond, mais ils sont des gens qui sont à l'avant-garde du renseignement. Et c'est vrai que la DGSE, pour ça, c'est l'arme ultime. Mais encore une fois, quand on veut voir ce qui se fait de mieux, il faut aller en Israël. Et l'Israël a inventé un truc génial depuis des années, qui est géré par un bataillon dont je ne vous donnerai pas le nom. Eux, ils recrutent des autistes. Et c'est-à-dire qu'ils font un projet social, ils disent aux parents, c'est compliqué pour l'école, nous on va les intégrer. Et les autistes sont capables d'analyser 100 fois mieux que même des petits génies, des images tridimensionnelles et de décrypter tout un tas de codes. Donc ils ont intégré des milliers et des milliers d'autistes dans l'armée israélienne et ils les intègrent dans l'équivalent donc de la DGSE, le Mossad et d'autres, et ils mènent des missions de renseignement et ils sont capables de créer des ponts entre l'école, la société et une maladie qui est extrêmement complexe parce qu'on ne connaît pas encore les origines. Et ça, c'est absolument exceptionnel. Voilà, donc bravo la DGSE. Peut-être que demain, il pourrait faire encore mieux. Non, merci pour cette info. L'école n'est pas forcément adaptée aux autistes et trouver dans ces moyens de renseignement une manière d'utiliser ces capacités absolument hallucinantes, c'est une très bonne idée. Là, pour la DGSE à l'école, évidemment, moi, je suis assez séduit par l'idée. Moi, j'aurais adoré participer à ces concours. C'est un concours, pour bien l'expliquer aux téléspectateurs. Je renvoie d'ailleurs, si vous voulez plus d'informations, un excellent papier. C'était hier dans l'Express. Dans l'Express, exactement. Donc, c'est un concours. On encourage les jeunes collégiens à décrypter, à faire du décryptage avec des opérations mathématiques, etc. Moi, de mon temps, il y avait ce qu'on appelait un concours de mathématiques au collège qui s'appelait le concours Kangourou, qui honnêtement n'avait pas grand-chose de sexy, qui était plutôt réservé aux geeks et tout ça. Là, au moins, on a vraiment l'impression que ça peut s'ouvrir à tout le monde et ça peut effectivement susciter des vocations. Les futurs maîtres espions à l'école. C'est Najat Vallaud-Belkacem qui avait lancé celui-là de concours. Et le fait qu'au ministère de l'Éducation, on s'associe avec le ministère de l'Intérieur pour la sécurité routière, avec le ministère de la Culture, avec la DGSE, c'est-à-dire le ministère de la Défense. Il y a des milliers de concours au ministère de l'Éducation. Les principaux d'établissements... Et je suis pas sûr que les parents ou les grands-parents savaient que les espions étaient là pour enseigner et recruter dans les écoles. Mais c'est un concours de mathématiques. Oui, c'est vendu comme ça. Voilà. Non, mais c'est pas vendu comme ça. C'est vraiment un concours de mathématiques. Et il a un petit quelque chose de plus pour
attirer, mais dans le bon sens du terme, aussi bien les enseignants que les élèves. Mais c'est vrai que les principaux d'établissement, ils croulent sous les propositions de concours. Celui-là est vraiment sympathique comme tout. À la base, il y en a vraiment c'est plein. pas forcément sexy, pas forcément très attirant. Non, mais c'est ça, quand vous voyez la piscine, effectivement, et la caserne, c'est pas très sexy avec ses murs gris, et cette ouverture, voilà, il y a le bureau des légendes. Et là, ça rend effectivement la chose série. un petit peu plus attirante. Dites donc, cher Philippe, le MI, l'équivalent, on est quoi sur le MI6 MI6 recrute également dans les établissements scolaires. 6 c'est l'extérieur, 6 c'est James Bond, et 5 c'est les gens ordinaires. Écoutez, moi je dis toujours, quand j'ai un problème avec ma télé, que j'arrive pas à allumer, ou avec mon portable qui fonctionne pas, ou mon ordinateur, j'ai un problème, rien de mieux qu'un enfant de 14 ans pour m'expliquer cela, parce que moi je comprends rien. Donc je trouve que le DGSE se rende compte de cela, c'est génial. Et il dit partez en vacances avec un gamin de 14 ans et vous allez imposer les nouvelles façons de gérer les nouvelles technologies, parce que les gamins, s'ils n'ont pas de Wi-Fi dans l'endroit de vacances, ils n'y vont plus. Ils disent tu vas tout seul, moi j'y vais pas. Mais je me rappelle que je cassais les pieds à mon père quand j'avais cet âge-là, parce que je voulais toujours faire ajuster les choses sur la télé, sur la radio. Il dit non, touche pas. Mais je connaissais très bien tout cela. Donc je pense que c'est le cas aujourd'hui. Plus sérieusement, si on peut ouvrir la porte à des jeunes qui soient capables de déchiffrer des formulaires ou des mots cachés, qui aiment ça, et ça peut déboucher éventuellement sur une carrière. C'est pas le cas avec cela pour le monde, mais ça peut donner une vocation à une jeune pour dire, voilà, le DGSE, c'est intéressant, c'est ludique, c'est drôle. J'aimerais peut-être y travailler plus tard, pourquoi pas. Je trouve que c'est tout à fait bien. Et moi, j'aurais, comme Thomas, j'aurais adoré à l'école, à l'époque, quand j'avais 13-14 ans, qu'on me propose de faire ce genre de jeu. Voilà, parce que je rêvais de ça. Mais vous étiez bon en maths, alors? Non, absolument nul. Mais c'est peut-être une motivation à part. C'est l'idée. Vous entendez le générique, il est 9h50, c'est la fin de la médiasphère. Tiens, petite information, on en a beaucoup parlé hier. Avant de se quitter, c'est tombé très tôt ce matin. Monsieur Robert Ménard a finalement décidé de renoncer à placarder ces fameuses affiches que vous allez le voir et que nous vous montrions hier sur les murs de sa ville. Comme quoi, parfois, la pression, ça a du bon. Merci mes amis d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous regarder. On se retrouve dans les coulisses de l'info demain. Ça sera à 9h. La République LCI, c'est tout de suite, c'est maintenant.